Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la série Ibo Actu et cette fois-ci elle concerne la BCE. Il y a quelques jours, vous avez dû le remarquer, les États européens se sont mis d'accord sur les top jobs à la Commission et notamment la BCE. Vous avez aussi pu le remarquer ou l'entendre, la BCE aura donc un nouveau président en octobre prochain et ce sera une Française, Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle était ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy et puis présidente du FMI depuis 2011. Malgré son énorme CV dans le domaine de l'économie, le choix de Christine Lagarde reste assez controversé. Nous allons voir dans cette vidéo d'abord qu'est-ce que la BCE et qu'est-ce qu'une banque centrale en général, puis nous allons nous intéresser à la BCE dans le passé, qu'est-ce qu'elle a fait avec Mario Draghi et aux outils qu'elle utilise. Et puis nous allons terminer sur justement Christine Lagarde et l'avenir que réserve Christine Lagarde à la BCE. C'est une institution indépendante de l'État à des degrés divers selon les pays, mais en l'occurrence pour la Banque centrale, l'indépendance est quasi totale car elle œuvre pour le compte de 19 pays dans la zone euro. Le rôle d'une banque centrale, c'est de mener la politique monétaire du pays, c'est-à-dire, grosso modo, de réguler la masse de liquidités en circulation à des fins de contrôle de l'inflation. L'indépendance d'une banque centrale est évidemment primordiale. Une banque centrale au service des intérêts de court terme d'un gouvernement n'aurait évidemment aucune crédibilité. Si certains pays, comme les États-Unis, intègrent à leur politique monétaire la mission de lutte contre le chômage, la BCE, elle, cherche uniquement la stabilité des prix. Pour mener la politique monétaire, la Banque centrale européenne doit essentiellement faire deux choses. La première, c'est contrôler l'émission de la monnaie en fixant des taux directeurs. Et la deuxième, superviser et orienter le système financier en fixant pour les banques des taux et des niveaux de réserve obligatoires en opérant directement sur les marchés. De nos jours, c'est en effet en fixant les taux directeurs que les banques centrales contrôlent l'inflation et la masse de monnaie en circulation. Les taux directeurs sont les taux auxquels prête la banque centrale aux banques commerciales à très court terme et le taux auquel elle rémunère les dépôts que les banques font chez elles. Plus le taux de refinancement est haut, et c'est logique, moins les banques emprunteront de liquidités et donc moins il y aura de liquidités en circulation et vice-versa. De même, plus le taux de rémunération est haut et plus les banques déposeront des liquidités auprès de la Banque centrale et moins il y aura de liquidités en circulation. Pour superviser et orienter le système financier, la Banque centrale peut en effet demander aux banques de mettre en réserve chez elles un montant minimum, afin donc de limiter des risques de défaut ou de crise de liquidité. De même, les banques centrales peuvent agir sur les marchés interbancaires en achetant ou vendant des titres, influant ainsi sur leur prix de marché et donc sur leur rendement. De 1999 à 2007, son travail est assez classique. Elle ne se soucie que de l'inflation et utilise principalement le taux de refinancement, un taux de refinancement à 7 jours. Sa politique est qualifiée de « lay against the wind ». Quand l'économie est en surchauffe, elle remonte ses taux pour faire baisser l'activité. Et inversement, quand l'activité ralentit, elle baisse ses taux. Avec la crise financière, les choses vont se compliquer. Entre 2008 et 2010, le principal souci de la BCE sera de sauver les banques afin d'éviter une crise de liquidité. Mais le plus dur reste à venir. En 2010, de nombreux membres de la zone euro sont très endettés, comme par exemple l'Italie ou la Grèce, et connaissent de gros déficits budgétaires ainsi qu'une croissance très faible. Ainsi, les taux auxquels ces pays empruntent ont décollé. Pour rendre la situation encore plus délicate, la croissance ne repart pas dans la zone euro et la politique du lay against the wind semble arriver à ses limites. La BCE va donc devoir faire preuve d'inventivité. Et avec l'arrivée de Mario Draghi en 2011, la BCE va mettre en place une politique mêlant habilement mesures conventionnelles et non conventionnelles. Les mesures conventionnelles, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de nouveaux instruments, seront évidemment de baisser graduellement les taux de refinancement à zéro pour relancer l'activité. De plus, la BCE abandonne la politique du lay against the wind pour la forward guidance. Mario Draghi annonce en 2013 que les taux directeurs resteront bas aussi longtemps que nécessaire. Cette mesure a pour but de calmer les anticipations des marchés. Après les mesures conventionnelles, la BCE se dote de 3 nouvelles mesures qu'on va qualifier de non conventionnelles. Dès 2011, elle met en place des long-term refinancing operations. En plus d'offrir des prêts à 7 jours aux banques, elle offre également des prêts d'1 an ou plus avec des taux très bas, également pour inciter les banques à emprunter et à prêter
à leur tour aux particuliers et aux entreprises. La deuxième mesure, et c'est encore une fois pour inciter les banques à prêter, elle met en place un taux négatif sur les dépôts. Et enfin, la troisième, et c'est sûrement la mesure non conventionnelle la plus connue, elle met en place à partir de 2014 les quantitative easing. Concrètement, les quantitative easing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple, c'est la BCE qui achète des bons publics ou privés sur les marchés secondaires, car rappelons-le, pour assurer son indépendance, la BCE a l'interdiction d'acheter des bons et donc de prêter aux États. L'effet des quantitative easing est double. D'une part, cela revient à racheter une partie de la dette des États et donc à en alléger la charge par effet d'annonce. Et d'autre part, cela permet de faire repartir l'inflation alors que les taux directeurs sont au plus bas. Ce programme a donc commencé en 2014 avec un rythme initial de 60 milliards d'euros de titres achetés par mois, puis 80 milliards en 2016 pour redescendre progressivement jusqu'à 0 en décembre 2018. Au total, la BCE a acheté pour 2600 milliards d'euros de titres. Ainsi, la crise de 2008 et la crise des dettes souveraines qui l'a suivie quelques années après ont poussé la BCE à changer complètement de fonctionnement. Sans l'inventivité de ses gouverneurs, la zone euro aurait bien pu être entièrement ou partiellement détruite, ce qui aurait été une véritable tragédie. Bien sûr, les critiques reprochent à l'euro fort de nuire à la compétitivité, à l'exportation, et prônent des solutions court-termistes de dévaluation compétitive, oubliant que des pays comme l'Allemagne arrivent parfaitement à exporter avec l'euro. Et même ces critiques doivent admettre que l'euro et la BCE a clairement atteint son objectif principal, la stabilité des prix. L'euro a mis fin au mal chronique qu'était l'inflation au siècle dernier, rongeant l'épargne et le pouvoir d'achat. C'est pourquoi, pour la pérennité et la stabilité de l'euro, la succession de Mario Draghi est un véritable enjeu. L'Italien doit terminer son mandat en octobre 2019, laissant derrière lui des taux directeurs encore proches de zéro, mais une situation largement stabilisée et en cours de retour à la normale. De plus, la situation inquiétante de l'Italie en termes d'endettement pourrait rappeler les souvenirs douloureux de la crise des dettes souveraines, comme quoi la zone euro n'est sûrement pas au bout de ses peines. Il convient donc de se demander si Christine Lagarde est alors un choix judicieux. Le premier, et c'est le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'elle n'est pas économiste. On peut donc se demander si en cas de crise comme Draghi, elle pourra donc faire preuve d'inventivité et si elle aura l'autorité intellectuelle nécessaire pour faire adopter ses décisions. Un autre problème plus temporaire est que n'étant pas économiste, on ne sait pas trop quelles sont ses positions concernant la politique monétaire. Les marchés ont donc du mal à anticiper sa politique monétaire et sa future politique monétaire, et donc c'est très contrariant pour eux. Ce sont donc des compétences purement techniques qui manquent à Christine Lagarde par rapport à ses prédécesseurs. Mais si elle a été désignée, c'est bien qu'elle a d'autres compétences pour compenser. Elle est en effet politiquement très douée, elle a le respect également et le soutien des dirigeants européens et est bien connue des acteurs économiques internationaux, ce qui est indispensable pour pouvoir prendre le contrôle de la BCE et des décisions ambitieuses. Elle connaît également le fonctionnement des institutions européennes comme la BCE, notamment en temps de crise. En effet, en tant que chef du FMI, elle faisait partie de la Troïka qui était en charge de restructurer la dette grecque et de mettre en place un plan de sauvetage avec la BCE et la Commission. Cet épisode de la crise grecque permet donc d'entrevoir quelle pourrait être sa politique monétaire. En effet, dans les années 80, le FMI proposait des plans d'ajustement structurel très durs en échange des prêts aux pays en faillite, alors que récemment, Christine Lagarde, avec le FMI, était beaucoup plus laxiste avec la Grèce notamment. On peut donc s'attendre à une politique qui, sans être laxiste, ne serait pas orthodoxe, un peu comme celle de Mario Draghi. On peut donc s'imaginer que sous Lagarde, la BCE continuerait sa politique des taux bas et ne s'interdirait pas d'avoir recours au quantitative easing si les taux souverains s'affolent. Ainsi, il convient de dire que les Européens, en choisissant Christine Lagarde, ont fait un choix plus politique plus que technique et également le choix de la stabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou la partager et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce qui vous plairait que l'on fasse comme sujet. Merci beaucoup et à bientôt avec l'équipe Hibou.